Monsieur Pikevitch, Monsieur Massin, Madame Caron, Madame Driss va arriver. Monsieur Lounis est arrivé. Madame Le Bourgeois, Madame Benamou Nejma, Madame Sissoko, Monsieur Blanc-Cano a donné pouvoir à Monsieur Massin. Monsieur Wizy, excusez, est au Sénat, je pense, enfin, tout le monde au Congrès. Est au Congrès, à Versailles. A donné pouvoir à Monsieur Mida. Ou à Monsieur Bessel, Monsieur Mida, je préfère. Madame Ruet. Madame Grignard est excusée, ainsi que Madame Hector. Monsieur Matadi est excusé. Madame Bouton, elle a le pouvoir de Monsieur Zemrak. Bien. Ah, Madame, pardon, je vous prie, Madame Ruot, qui est revenue de vacances en pleine forme, a dit qu'elle a le pouvoir de Madame Driss. Elle a remis effectivement le pouvoir à la secrétaire. Bien, premier point à l'ordre du jour, c'est d'ailleurs l'objet principal de cette réunion de ce soir, le débat d'orientation budgétaire. Le contexte économique et social que vous a adressé la direction générale revient sur une année marquée par une inflation qui ralentit mais reste toujours notable et pèse sur les budgets des collectivités. Il en est de même pour la consommation des ménages, mais cette dernière est restée positive grâce à la mobilisation de leur épargne. En 2024, les Français devraient bénéficier d'un pouvoir d'achat moins contraint grâce au reflux de l'inflation. Néanmoins, les perspectives économiques restent moroses avec une croissance estimée pour l'instant à 0,8% du PIB. Pour résumer, côté pile, on note un reflux de l'inflation, une légère hausse du pouvoir d'achat, une baisse des taux d'intérêt. Côté face, la croissance est stagnante, la courbe du chômage se retourne et l'investissement est en berne. Si certains voyants sont passés au vert, des menaces continueront de planer sur l'économie française en 2024, sans oublier bien sûr le contexte géopolitique incertain qui pèsera certainement dans les équations économiques. Concertant notre commune, et afin de passer rapidement au débat, je vous propose un résumé du rapport budgétaire 2024. Vous l'aurez remarqué, les dépenses de fonctionnement explosent pour toutes les collectivités. Notre budget, quant à lui, démontre, malgré une augmentation des dépenses incompressibles, coût de l'énergie, augmentation du SMIC et du point d'indice, dont on peut se réjouir d'ailleurs pour les deux dernières pour le personnel communal, une stabilisation des frais de personnel grâce au travail de maîtrise engagé par les élus en concertation avec les agents et ce depuis plusieurs années. Il est notable que cette année, la réduction des dépenses de fonctionnement est allée au-delà des 2% annoncés pour y faire face, tout en veillant au maintien du haut niveau de service que nous proposons aux Villarsois. Pour moins subir la hausse des coûts de l'énergie, de nombreuses actions de rationalisation des dépenses, de négociation des contrats et de mesures de sobriété ont été engagées et se poursuivront cette année. Au regard de la conjoncture économique, d'un soutien de l'État et des financeurs bien en deçà des enjeux actuels, nous n'en sommes plus à la vigilance concernant l'évolution des inscriptions budgétaires. Le travail est constant pour dégager de nouvelles marges de manœuvre qui s'amenuisent d'année en année, au risque de devoir diminuer à l'avenir certains services à la population, pourtant tous essentiels et répondant à de réels besoins. Côté investissement, afin de poursuivre un programme ambitieux alors que les recettes baissent, que l'autofinancement s'amenuise et sans avoir recours à l'emprunt, des arbitrages ont dû être réalisés en reportant certains travaux. Nous conditionnons également nos investissements les plus importants à l'octroi de subventions, notamment concernant le grand chantier d'isolation des bâtiments qui s'inscrit dans le cadre de la transition écologique et énergétique.
Je ne vais pas vous citer le détail de la liste des travaux que nous avons fait ressortir, mais vous voyez par exemple que 200 000 euros sont à nouveau affichés pour finaliser notre programme de mise en accessibilité. 220 000 euros sont inscrits en direction de l'école élémentaire Jean Moulin pour débuter les travaux de rénovation énergétique. 155 000 euros sont consacrés aux travaux de reconstruction des écoles pour toujours veiller à la bonne marche du quotidien des enfants et des enseignants villarçois. Même situation pour la réfection de voirie dans les lotissements de la commune, avec enfin à la réalisation des coteaux pour un montant de 385 000 euros. On veut dire enfin parce que Engie a confirmé par écrit la semaine dernière que les travaux vont avoir lieu à partir de septembre. Ça fait 3 ans que nous demandons au conseil départemental le report de la subvention. Donc là, c'est effectivement par recommandé, donc on peut penser que pour une fois, les délais vont être respectés. Ça fait 3 ans que nous reportons de budget en budget. Ensuite, nous allons faire la deuxième tranche de réhabilitation de la rue Jean Jaurès, là aussi pour 465 000 euros. Les travaux devraient reprendre très très prochainement. L'entreprise, effectivement, vous le savez tous, avec un conflit devant les tribunaux avec un propriétaire de la rue Jean Jaurès. L'entreprise a eu maintenant, de la part des experts, la certitude de pouvoir recommencer les travaux sans risquer ensuite d'être accusé de telle ou telle fissure dans tel ou tel bâtiment déjà dégradé. Donc, dans les tout prochains jours, les travaux vont reprendre. Monsieur Descocheux, vous le confirmez? Oui. Merci, monsieur Descocheux. Tradition, quand le maire demande de confirmer, on dit oui. C'est la seule solution, effectivement, réponse possible. Ensuite, nous avons côté Parc de la Brèche, l'allée du parcours de santé sera refaite et une liaison entre l'AFPA et le Parc de la Brèche sera créée pour 125 000 euros. Cette liaison, vous le savez, permettra notamment un accès aux services de secours répondant aux nouvelles normes de sécurité de la préfecture, nous permettant de tirer à nouveau le feu d'artifice que nous avions malheureusement été contraints d'annuler l'année dernière. En plus du feu d'artifice, ça permettra aussi d'avoir l'accès pompier supplémentaire pour d'autres manifestations d'ampleur dans ce parc de la Brèche. Nous continuerons le passage en LED de l'éclairage public pour un montant de près de 100 centimes euros. Et nous avons inscrit quelques menus monnaies pour les actions en faveur de la transition écologique qui semblent petites, mais non sans effet immédiat. C'est pas à pas que nous empruntons le chemin de la résilience communale. Dernier chantier que j'évoque, l'engagement de la transformation de notre bibliothèque en véritable médiathèque, avec un investissement pluriannuel de 120 000 euros cette année. Madame Boutier est d'accord. Ah non, pardon, Madame Boutier, bon, c'est vrai. Elle sait que la réponse est forcément oui, donc elle dit oui. Je vous taquine, Madame Boutier. 100 000 euros seront toujours dédiés au budget participatif, là, qui est effectivement en finalisation et les votes sont en cours actuellement. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à voter pour les projets qui vous semblent les meilleurs pour la commune. 4e édition de ce budget participatif qui, j'espère, mobilisera toujours autant de Villarçois dans cet exercice de démocratie locale. Nous débuterons enfin la révision du plan local d'urbanisme avec l'ambition de répondre aux enjeux de notre temps en élaborant un plus vert qui cherchera à limiter les impacts du changement climatique. Vous pouvez l'observer pour maintenir notre situation qui reste correcte et garder un niveau d'investissement ambitieux. L'enjeu sera dans les prochaines années de redégager un autofinancement conséquent dont nous disposions jusqu'ici. Des choix difficiles s'imposeront certainement à nous car notre épargne brute diminue d'année en année et l'effet ciseau se rapproche. Pour conclure, élaborer un budget dans un tel contexte est un exercice d'équilibriste. Et ce, d'autant plus cette année. Les efforts des services pour rechercher la moindre économie et une gestion saine permettent de déterminer nos orientations budgétaires dans un cadre contraint, le tout sans augmenter le taux des impôts. Tout dépendra enfin d'observer si les signaux de reprise économique se confirment ou se dégradent à nouveau, en s'adaptant, je le disais tout à l'heure, à un contexte géopolitique de plus en plus incertain. Je vous laisse maintenant prendre la parole pour tous ceux qui le souhaitent. Le débat est ouvert. Qui souhaite prendre la parole? Un débat ouvert peut être clos rapidement. Y a pas... Madame Bouteau souhaite prendre la parole. Madame Bouteau a la parole. Ah, c'est pas un exercice facile.
Ah oui, je vous le dis. Non, c'est pas un exercice facile parce que on part de l'international et notamment des États-Unis. Et quand on regarde les différents éléments qu'on a à notre disposition, en fin de compte, on se demande s'il y a effectivement des gens qui travaillent, s'il y a des salariés, s'il y a du personnel quelque part, parce que on ne voit que les aspects financiers. Et c'est sous cet angle-là qu'est examiné les différents rapports, mais on ne parle jamais de la vie au quotidien. Et pourtant, il y a bien des gens qui travaillent, et c'est grâce à leur travail que les entreprises fonctionnent, que des gens sont soignés, qu'ils se nourrissent ou s'éduquent et qu'ils se cultivent, etc. Et dans ce rapport, notamment sur les États-Unis, il n'y a aucune référence au plan Biden de 2 000 milliards de dollars d'investissement sur 8 ans. Alors, c'est quand même important de le souligner parce que ce sont des investissements dans les transports, l'industrie ou encore les réseaux Internet pour améliorer la compétitivité du pays et créer des millions d'emplois. Et notamment sa mesure phare, qui est une hausse d'impôts pour les sociétés à 28% contre 21% précédemment. Donc ça veut dire que l'augmentation des impôts, c'est possible. Si c'est possible chez eux, ça doit être possible ailleurs. Alors, effectivement, c'est du protectionnisme et aussi de la concurrence, mais au moins ce sont des mesures qui sont prises pour la population. Et quand je regarde sur le territoire européen, tout ce qui se passe au niveau européen, c'est un peu la même chose. Hein. Tout tourne autour de la finance, des taux d'intérêt. Il faut quand même rappeler que 80% des échanges commerciaux se font intra-européens. Ça veut dire que en Europe, les pays, les entreprises commercent entre elles. Il n'y a rien de concret sur le dialogue social et pourtant il se passe des choses en Espagne et ici au Portugal, notamment pour les salariés et la population. Alors il ne ressort des objectifs votés par les chefs d'État et de gouvernement, puisqu'on est en année européenne, je pense que ça vaut la peine de le souligner. Ce ne sont que des objectifs qui sont votés et qui révèlent un déficit de chaque pays à 3%, donc qui le maintiennent, et 60% du produit intérieur brut. Bien que suite à la pandémie, on l'a vu après l'année 2021-22 et y compris en 2023, beaucoup se posaient la question du rapatriement de production en Europe et dans les pays. Et en définitive, les orientations qui sont décidées au niveau européen, mais par les chefs d'État et de gouvernement, recommandent un certain nombre d'axes, et en particulier de revoir l'âge de départ à la retraite, les prestations sociales et en particulier le chômage. Et c'est ce qui est annoncé dernièrement et ce qui va être de plus en plus difficile pour l'ensemble de la population. Alors quand on regarde ça, il ne faut pas s'étonner non plus, alors ce n'est pas dans le rapport parce que vous ne pouviez pas le savoir, mais c'est en partie les propositions de Bruno Le Maire et celles du Premier ministre, notamment concernant la suppression de 10 milliards d'euros de crédits. Et vous avez dû lire comme moi que l'Association des maires de France intitule sa note « Les collectivités frappées à tous les étages ». Effectivement, il y a de nombreux programmes budgétaires qui sont pourtant jugés prioritaires par le gouvernement, qui se voient privés de centaines de millions. Et c'est directement en rapport avec tout ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, y compris les investissements. Puisque c'est 2 milliards en moins pour l'écologie et le fonds vert, où nous pensions, la municipalité pensait effectivement avoir recours au fonds vert. C'est aussi l'enseignement qui est une autre victime de ce plan d'économie, alors que l'État s'était engagé à prendre en charge le paiement des AESH. Et c'est aussi 300 millions de moins pour l'aide au logement. Alors qu'on est en pleine pénurie, il y a énormément de gens qui demandent des logements et donc ça va encore manquer dans le budget de l'État, mais encore plus dans le budget des municipalités, puisque évidemment on a besoin de construire un certain nombre de logements. Et donc c'est bien le quotidien des Français et de nos habitants qui va être impacté par la baisse de tous ces crédits. Ce qui veut dire que c'est encore plus difficile aussi pour les collectivités. Alors, et malgré toutes ces coupes et les besoins grandissants de la population, les communes, le budget des communes doit être à l'équilibre.
la dette maîtrisée, c'est ce qu'on recommande, c'est ce que l'État recommande à toutes les collectivités. Et l'investissement local représentait 70% de l'investissement public. C'est un investissement qui risque aussi d'appauvrir les artisans ou bien les entreprises, puisque ayant moins de construction, il y aura moins effectivement de production de bâtiments et ainsi de suite, et aussi moins d'emplois. Alors, espérons que la proposition de loi à l'Assemblée nationale portée par 2 députés, c'est-à-dire M. Brun et M. Jumel, concernant le tarif réglementé de vente du gaz et de l'électricité en vigueur, le TRVE, soit votée, parce qu'il devrait bénéficier, d'après ce que j'ai pu lire, non seulement aux TPE et aux PME, et notamment les boulangers, parce qu'on a vu beaucoup de suppressions d'entreprises, des petites entreprises, notamment des métiers de la bouche. Alors, aux PME, et avec elles, toutes les petites collectivités qui souffrent de manière dramatique de la hausse des coûts de l'énergie. Et dans cette situation, les habitants, notamment les plus fragiles, auront besoin des services de la municipalité. Alors, ça, c'est par rapport au débat concernant l'orientation, parce qu'on voit bien que c'est une orientation qui est difficile et tout ce qui est autour pèse sur la gestion des communes. Par contre, ce que j'ai remarqué dans le budget primitif 2024, c'est notamment au niveau des dépenses d'investissement. Donc, ce sont des dépenses d'investissement qui sont peut-être revues à la baisse, parce que l'année dernière, il était question de voir la renardière. Il y a eu des mesures de prise, et donc là, je ne vois pas dans les prévisions. Donc, je pense qu'il doit y avoir des choses de revues là-dessus. Et puis, par rapport aux associations, moi, ce que je remarque, donc c'est ce qu'on a vu aussi en commission, il y a une hausse de 17 265 €. Mais en définitive, cette hausse, elle est uniquement liée au CCAS, ce n'est pas pour les autres associations. Si je lis les tableaux qui sont indiqués. Alors, c'est... Bon, j'avais une autre question par rapport parce que vous avez parlé aussi du personnel. On a vu leur efficacité, y compris pendant pendant Noël et la suite, quand il y avait le mauvais temps. Là, j'ai vu qu'en 2024, le ratio est de 61-14 au niveau du fonctionnement. Parce que par rapport à 61-58 précédemment, pourtant on a engagé du personnel, et malgré l'augmentation du point d'indice, je vois que la part diminue quand même. Oui, d'abord, je voudrais adresser un grand merci à Madame la directrice générale des services. Enfin, pardon, je voulais dire au service pour la qualité de ce document. Contrairement à ma collègue Marie-France, moi, je ne m'étonne pas que ce document soit essentiellement constitué de chiffres, puisqu'il s'agit d'un débat d'orientation budgétaire. Et c'est pourquoi, monsieur le maire, je ne vous surprendrai pas, je suis allé directement, quand j'ai vu ce document, non pas aux pages 1 et 2 qui rappellent, comme c'est la tradition, le contexte international et national. Je suis allé directement à la page 5, grande masse financière. Le constat est simple. Entre 2021 et 2023, nous avons 1,5 million, en gros, j'arrondis, de dépenses supplémentaires, avec, et le maire l'a dit, mezza voce, mais l'a dit, avec 500 000 € à peine de plus de recettes, ce qui nous montre, et Marie-France a bien lu les chiffres, et le maire l'avait dit avant, avec effectivement une épargne, en gros, qui diminue
qui diminue de 1 million sur l'année 2023. On verra 2024, puisque tous les chiffres dans le DOP que nous avons sont la réalité jusqu'à 2023 et sont des prévisions sur 2024. Connaissant le montant du budget d'investissement qu'on a voté en mars dernier, je crains pour ma part que le résultat du compte financier unique de 2023 soit nettement en dessous de celui que nous avions approuvé l'année passée, ce qui n'a pas manqué de m'inquiéter. Mais la lecture de la page 3, parce que je suis capable de passer à la page 5 à la page 3, où effectivement, et comme vous l'avez rappelé, monsieur le maire, vous indiquez que la réalisation de certains travaux sera conditionnée à l'octroi de subventions demandées et que d'autres travaux initialement prévus sur le présent budget seront par ailleurs repoussés à l'exercice prochain. Je le dis, Madame Beautrou, c'est le cas dans tous les budgets. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on vote des budgets en sachant que, bien évidemment, on ne réalisera pas tout, parce que sinon, tout notre excédent de fonctionnement que nous avons capitalisé depuis quelques années disparaîtrait à un an, ce qui semblerait quand même un tout petit peu compliqué. Je le dis après, j'ai dit oui, il y a une augmentation depuis 2021 des dépenses de fonctionnement, une faible augmentation des recettes. Il faut bien quand même reconnaître que l'État nous a laissés bien seuls face à la hausse de l'énergie qui a quand même plombé, et Marie-France l'a souligné, l'ensemble des finances communales, départementales, enfin l'ensemble des dépenses des collectivités, et à l'inflation. C'est-à-dire que quand on regarde le coût du repas qu'on paye, machin, etc., aujourd'hui, l'inflation a également plombé les finances des collectivités territoriales. Et l'État nous a laissés bien seuls sur ces deux plans. Je le rappelle aussi, parce que ça, c'est le propre de l'État, il faut le dire, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure à l'occasion de la présentation du rapport de l'AXO. L'AXO, oui, a voté une tome. Je rappelle quand même, mais après, je pense que Isabelle Rose Massin sera mieux qualifiée que moi pour donner les chiffres. Je rappelle quand même que, moi, j'ai lu un certain nombre de choses. L'État décide, et en soi, franchement, je trouve que c'est pas mal d'imposer aux collectivités la collecte et le traitement des biodéchets. Mais l'État dit ça, et après, il dit aux collectivités, mais par contre, c'est vous qui payez, on ne met pas une thune dans l'opération. Donc la conclusion, mais je pense que le maire l'avait faite avant moi, c'est qu'il va falloir, si nous voulons conserver un niveau de service à la population d'un niveau relativement élevé comme celui que nous avons à Villers-Saint-Paul depuis des années, il va falloir, dans les années qui viennent, le maire l'a dit, donc je répète ce qu'a dit le maire, donc il sera content, je suis que content. Je pense qu'il va falloir effectivement réduire nos dépenses de fonctionnement, se redonner des marges, tout en diminuant ou en différant un certain nombre de dépenses d'investissement, et tout en rappelant, et là je peux être d'accord avec Marie-France, je pense que le rôle des élus locaux, comme le fait l'Association des maires de France et comme nous le faisons régulièrement, c'est de rappeler aussi à l'État sa responsabilité dans ce domaine, et en exigeant, alors après je sais qu'exiger c'est pas à voir, mais en rappelant que oui, il va falloir que l'État mette un peu la main à la poche, et je suis de ce point de vue complètement d'accord avec Marie-France Beautrou quand j'entends Bruno Le Maire dire que ce qu'il faut, c'est diminuer les dépenses de l'État de 10 milliards d'euros. J'ai effectivement pas besoin d'être un grand analyste financier pour comprendre qu'à un moment, les collectivités seront mises à contribution. Voilà, c'était ma petite contribution au débat. Intervention, je vais répondre rapidement à quelques points qui ont été soulevés. Bien, je vais essayer de répondre finalement dans l'ordre d'intervention de la Beautrou, ça peut être un peu décousu, mais on va essayer d'y répondre. Évidemment, le bouclier effectivement tarifaire qui est en train de se mettre en place éventuellement au niveau de l'État serait valable pour Villers, puisqu'on parle de communes de moins de 10 000 habitants. Mais je me méfie, vous savez, à l'Axo, c'est moins de 5 000. Pas de pot, Villers à 6 500. Bon, les boucliers, effectivement, comme ça, les hauteurs, effectivement, sont parfois ajustés en fonction des crédits qu'on veut y mettre. Les subventions aux associations, effectivement, sont effectivement maintenues. Effectivement, la commission qui s'est réunie a regardé ça attentivement. Nous sommes dans un cadre budgétaire contraint, donc là aussi, on ne peut pas multiplier les subventions.
Et on a effectivement supprimé quelques subventions. C'est parfois à la marge, mais sur des associations ayant un impact national et n'ayant pas effectivement d'action dans les communes. Ça peut être 200 €, 300 €. Je n'ai pas honte. Autrefois, j'étais dans l'association Ville-Arceau-Nogentaise. J'ai vu que la ville de Vers-Saint-Paul donnait plus que la ville de Nogent, qui a 3,5 fois plus d'habitants. Donc, on n'est parfois pas les meilleurs, mais on n'est parfois pas les plus mauvais. Pour la Renardière, effectivement, ça va être fait, mais je maintiens qu'il y aura une réunion publique au mois de juin, mai-juin, sur ce dossier. Nous y travaillons, les services, bientôt on va finaliser le projet pour pouvoir le déposer dans les subventions. Enfin, il est déjà soumis au département pour effectivement une subvention. Et dans le cas des économies, j'ai supprimé effectivement l'achat du panneau sens interdit. Après, pour au niveau des ratios... Non, je suis sérieux. Vous verrez qu'il n'y aura pas de panneau sens interdit la Renardière. Bon, sauf si les habitants le souhaitaient, mais ça nous verrons en temps et en heure. Quant au ratio du personnel, il faut toujours se méfier des ratios. Hein. Attention, c'est un ratio. Si effectivement le budget de personnel reste stable et que les autres dépenses de fonctionnement augmentent ou baissent, le ratio va varier sans qu'effectivement ça ait un impact tout à fait sur le nombre de personnel et sur leur salaire. C'est un ratio. Hein. Nous tournons de mémoire depuis de nombreuses années environ aux alentours de 60%. Et vous savez que tous ces ratios n'indiquent pas ce qui est fait par les services communaux, ce qui est fait par le privé. Hein. C'est toujours une remarque faite par les oppositions dans toutes les collectivités auxquelles nous avons assisté les uns les autres. Pour l'autofinancement, effectivement, Philippe l'a souligné à juste titre, il est en baisse, mais on a eu durant l'exercice précédent plus de 500 000 € de dépenses totalement imprévues, notamment au niveau des fluides, d'électricité et du chauffage. D'autres exemples sur les assurances aussi. Augmentation effectivement importante et jusqu'à effectivement aucune réponse pour l'assurance des véhicules de la commune. Aucun assureur n'avait répondu. Et ce que je dis là, vous l'avez vu au niveau national, parfois c'est pire. Hein. Il a fallu passer par un cabinet, effectivement un courtier qui nous a trouvé un assureur. Vous vous doutez bien que la dépense, le coût est élevé et que nous avons décidé de couvrir moins de risques. Exemple qui a amené un petit peu de bois dans les associations. L'assurance ne couvre plus maintenant effectivement le minibus de la commune lorsqu'il n'est pas à disposition de la commune. Une association qui le prend pendant le week-end doit avoir son assurance personnelle pour pouvoir utiliser ce minibus qui n'est plus couvert par l'assurance communale. Je peux toujours dire qu'il ne faudrait pas faire comme ça, qu'il faudrait faire mieux. Je laisse à ceux qui pensent pouvoir faire mieux nous indiquer une assurance qui couvrirait ce risque au taux effectivement le même qu'actuellement. Voilà un exemple parmi d'autres. Hein. Donc je disais qu'il y a plus de 500 000 € de dépenses effectivement qui, s'il n'avait pas été mis en place, couvrira l'autofinancement qui effectivement gonflerait immédiatement. Hein. Et un autre exemple aussi que Philippe a souligné, par exemple les repas dans la restauration effectivement offerte à nos enfants, aux centaines d'enfants qui mangent chaque jour, a pris plus de 30-40 centimes par repas. Un choix aurait pu être fait, c'est de baisser la qualité des repas. L'équipe majoritaire a refusé ce choix, donc nous passons effectivement à un coût par repas multiplié par dizaines de milliers de repas par an, d'augmentation non négligeable. Et comme vous le savez aussi, que 3/4 de ces dépenses sont couvertes par le budget communal et 1/4 seulement par les familles, il faut bien trouver de l'argent. Donc à un moment, on est étranglé, vous avez raison de remettre ça à débat national, mais on a des dépenses qui augmentent et des recettes qui baissent. Sans que nous ayons effectivement un moyen d'agir là-dessus, sauf un moyen politique, mais qui n'est pas ici avec nos petits bras. Nous allons pouvoir effectivement changer la politique effectivement des États-Unis. On va se tenter d'essayer de changer la politique nationale, ça sera déjà pas mal, mais Dieu sait que c'est pas facile pour l'instant. Voilà quelques réponses à vos petits problèmes qui ont été soulevés. N'empêche que la situation de la commune reste correcte, il ne faut pas non plus être alarmiste. Nous avons un autofinancement qui est en baisse, on va y travailler. La première esquisse du budget est beaucoup plus inquiétante que ça, entre guillemets. Les efforts des uns des autres, élus et services, ensemble, effectivement, nous avons aussi à présenter un budget qui est, bien sûr, à l'équilibre, c'est obligatoire, mais qui dégage quand même un autofinancement. Bon, après, ça sera les débats, effectivement, des années à venir.
comment avoir des recettes supplémentaires ou éviter des dépenses qui pour l'instant nous sont parfaitement utiles. Chaque élu pourra ensuite faire ses propositions. Nous avons, vous l'avez vu, sans emprunt, on a une dette par habitant qui est maintenant très basse. L'encours de la commune est maintenant inférieur à 1 million. C'est-à-dire que si la commune voulait rembourser tous ses emprunts, elle devrait à peu près, déjà arrondi les sommes, donner 1 million et après on aurait un endettement de 0. C'est pas 0, mais c'est nettement mieux que d'autres communes. Donc on a encore cette marge effectivement budgétaire d'emprunter, mais un emprunt, si on en souscrit un, il faudra bien sûr le rembourser. Voilà. Situation tendue, mais pas encore inquiétante. Nous allons y travailler, je parle bien sûr de la majorité. Et l'opposition, ça veut nous rejoindre dans cette lutte-là, de maîtriser les dépenses et de regarder effectivement à l'euro près. Ce discours, je l'ai dit l'autre fois, lorsque nous étions ensemble, j'aurais jamais le pensé il y a 4-5 ans. Je vais vous dire un souvenir personnel, Madame Dubois, notre ancienne DGS, qui venait d'une commune en situation financière difficile, me dit « Tu as de la chance, tu verras qu'un jour, tu seras peut-être obligé de compter à l'euro près. » Je blaguais avec elle. Elle a raison. 10 ans après, 15 ans après, m'avoir alerté là-dessus. Donc nous y sommes. Il va falloir effectivement que nous regardions euro par euro toutes les dépenses et les ajuster aux souhaits, aux désirs, aux besoins de la population. D'autres interventions sont souhaitées. Je peux considérer que le DOM est terminé. On se retrouvera au budget, bien évidemment, dans 3 semaines pour traduire tout ça en chiffres plus précis. C'est bon ? Bien. Nous modifions maintenant le règlement intérieur de la bibliothèque. La parole est à Madame Bouty. Alors, le règlement intérieur de la bibliothèque nécessite une révision afin d'être en adéquation avec le futur projet culturel, scientifique, éducatif et social. Celui-ci intègre notamment les modalités d'accueil et d'inscription, mais précise également les usages pour les nouveaux services proposés par la bibliothèque. Je propose donc au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur de la bibliothèque Colette. Allez-y, Madame Bouteau, spécialiste de la bibliothèque, entre autres. Non, c'est juste des compléments d'information. Parce que là, je vois l'inscription est prêt, le prêt des documents est soumis à la souscription d'un abonnement annuel, les tarifs d'abonnement sont fixés par le conseil municipal. Alors après, il y a le prêt à domicile et ainsi de suite. Et l'article 6 dit l'abonnement est gratuit et fixé par délibération du conseil municipal et il est révisable annuellement. Donc l'abonnement est pas gratuit, il est payant. Non, c'est parce que là, je lis inscription et prêt, et je vois le prêt des documents est soumis à la souscription d'un abonnement annuel, parce que là, j'ai pas de problème. Les tarifs d'abonnement sont fixés par le conseil municipal, parce que là, je suis. Eh bien, ça sera la gratuité. Effectivement, on s'est rendu compte qu'on avait un tarif effectivement Villarçois gratuit et extérieur payant. D'accord. On doit avoir effectivement de mémoire 1 ou 2 extérieurs. C'est pas la peine. Gardons effectivement ces 2 extérieurs qui viennent à la bibliothèque de Villers. On va leur refaire la gratuité. C'est un choix politique fort. D'accord. Non, parce que j'avais un peu de mal à comprendre. Oui, bah oui. Non, mais j'ai vu que c'était... Thomas, mais... comment vos relations amicales avec Marie-France, comme vous l'avez appelé plusieurs fois, mais... Allez. En plus, vos compliments, c'est hors micro, c'est pas enregistré, c'est pas bien. Ah, le cœur a ses raisons, enfin. Et puis j'avais une autre... Allez-y, Madame Mouton. L'article 29... par mesure d'hygiène et de sécurité, la nourriture et les boissons diverses sont interdites à proximité du matériel informatique et numérique. C'est pas dans l'ensemble de la bibliothèque, c'est uniquement là où il y a le matériel informatique. Oui. C'est-à-dire qu'ils peuvent manger ailleurs que là. Ouais, jusqu'à maintenant, on n'a pas... Non, mais... Vous savez bien que c'est plutôt le personnel qui vient devant le matériel informatique qui reste un petit moment, qui parfois va manger. Non, mais c'est pas... Sachant qu'il y a des actions qui sont menées à la bibliothèque et effectivement, on peut proposer une collation
aux gens de la bibliothèque, oui, aux Villarçois qui viennent fréquenter la bibliothèque, qui participent. Donc effectivement, on ne l'a pas mis. Mais je n'ai pas vu de gens venir récupérer des livres ou lire et manger en même temps. Ça n'existe pas. Ouais, c'est pas... Bon, la dernière fois que j'ai mangé à la bibliothèque, c'était en présence du préfet. Je voulais effectivement manger quelques menus, petits trucs, avait un petit coup. Et le préfet dont j'ai regretté le départ, mais il appelait à des hautes fonctions et qui buvait comme apéritif du whisky, comprenait effectivement l'amour immodéré que je lui ai porté. Voilà. C'est-à-dire que le règlement est adopté sous cette forme, pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Nous allons maintenant dépenser l'argent de la commune pour effectivement les écoles. Allez-y, Madame Rose Massin. Dans le cadre des coopératives scolaires, dans le cadre des projets culturels et environnementaux, vous avez la liste des subventions qui ont été attribuées pour un montant total de 18 082 €. Je vous demande d'attribuer ces subventions aux différentes coopératives scolaires. D'autoriser à, pardon. Pas de... effectivement, le projet de Jean Recense un texte, effectivement, le directeur a un projet d'emmener toute son école, effectivement, à Arcueil, qui va être une terre d'Olympe, grâce là aussi aux efforts conjugués du maire et de ses services, et notamment de son directeur de cabinet. Le directeur de l'école devra avoir un budget qui va être effectivement parfaitement bouclé. Je lui annoncerai la semaine prochaine, dès qu'il sera plus en vacances, une très bonne nouvelle. Et aussi à la mobilisation des parents d'élèves du quartier aussi, qui font beaucoup d'actions pour récolter de l'argent. Bien, pas d'avis contraire là, sur cette livre qui effectivement est récurrente. Madame Massin, toujours maintenant pour les subventions traditionnelles aux coopératives scolaires. Oui, donc là, c'est 15 € par élève. Et donc, on attribue à toutes les coopératives des différents groupes scolaires les sommes qui vous sont indiquées sur le document. Donc, je propose au conseil municipal d'attribuer toutes ces subventions. Je vous propose d'adopter la proposition de Madame Rose Massin. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Les enseignants, Isabelle, sont effectivement, et les conseils d'école, très contents de ces subventions communales. Et soulignent à chaque fois, enseignants et parents réunis, effectivement les efforts de la collectivité faits en direction du monde de l'éducation. Je vous demande maintenant d'adhérer à la convention cadre unique relative aux missions et services facultatifs du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise. Un titre bien long, effectivement, nous sommes adhérents déjà aux missions du centre de gestion auxquelles nous faisons rappel sur des missions ciblées lorsque nous avons besoin de ces services, notamment pour les activités de conseil, de formation en matière d'hygiène, de sécurité, de gestion du statut de la fonction publique, entre autres. La ville Villars-Saint-Paul n'est tenue que par les obligations et les sommes correspondantes aux prestations que nous choisissons librement. C'est une mention, on va dire, un peu ouverte et qui permet de choisir dans les services ceux qui nous intéressent. Donc je vous propose, et nous faisons appel effectivement plusieurs fois par an, de bien vouloir poursuivre l'adhésion à cette convention unique et de m'autoriser à signer tous les documents la concernant. Purement administratif. Pas d'avis contraire, abstention, je vous remercie. Ensuite, que de paperasse, c'est pas possible. Nouvelle disposition du compte épargne-temps, là aussi, il y a eu des nouveautés apportées par l'arrêté du 24 novembre dernier concernant le taux d'indemnisation des jours épargnés, donc il nous faut reprendre une délibération intégrant ce nouveau calcul des taux d'indemnisation des jours épargnés, donc il faut ressortir à chaque fois le document original. Voilà, c'est la seule modification. Des avis contraires, des remarques, des abstentions, j'en vois pas, je vous remercie. Le plan de formation 2024, là aussi, comme chaque année, ce document a été établi en liaison avec
les services de commune, les chefs de service, la direction générale et les demandes du personnel, et de mettre ces plans, ces formations en adéquation avec les souhaits des uns et des autres. Tout ça a été acté effectivement au dernier conseil, comment on appelle ça maintenant? Le C. J'arrive jamais à me souvenir de ce terme. Prenez-moi des termes anciens. Conseil, oui. Enfin, nous rencontrons effectivement les représentants du personnel, CST. Bon, CST. Le CST a validé à l'unanimité ce plan de formation voici quelques jours. Là aussi purement administratif, et tout a été fait en amont avec les formations souhaitées possibles, bien sûr, puisque par exemple le FFPT, on assure de moins en moins de formations. Et moi j'ai insisté auprès du personnel que lorsqu'ils s'inscrivent, on y va. Car tout ça, bien évidemment, nous payons, et il n'y a rien de pire que quelqu'un qui s'est inscrit, qui n'est pas présent. Je fais passer le message, il semble avoir été entendu, nous verrons ça dans les mois qui viennent. Des remarques? Non, bon d'accord, je vous remercie. Je voulais vous concerter comme un groupe d'opposition. Bien. Pas d'avis contraire, je vous remercie. Bon, je tombe toutes ces feuilles, c'est pas possible, la paperasse. Hein. On arrive maintenant à la mise... Oh, encore de l'argent à dépenser. La mise en place de la prime pouvoir d'achat exceptionnelle que certains appellent, ce qui me risque pas, le prime Macron. Je ne supporte pas cela, puisque Macron n'y est pour rien. Ce sont les collectivités qui effectivement dégagent, s'ils le peuvent ou si elles le peuvent, quelques menus monnaies. Donc je vous propose au nom de la majorité du conseil municipal la mise en place de cette prime. Malheureusement, pour des raisons budgétaires, nous ne pouvons pas la mettre au taux maximum, mais de la mettre à 80% du plafond qui a été fixé par les textes. À l'AXO, c'est bien moins que ça. Nous sommes un exemple. L'AXO, ça va être 60%. Je le dis en blaguant, bien que ce soit pas à sourire. Lorsque les syndicats m'avaient alerté, voici quelques mois là-dessus, j'avais répondu non. Pour des contraintes budgétaires et des frais de personnel, grâce aux efforts de tous, nous avons réussi à dégager quelques dizaines de milliers d'euros. Si on la vote dans quelques minutes, ça va représenter pour le budget 2004 environ 45 000 euros. Et là-dedans, une quinzaine d'employés de la commune la toucheront au taux maximum, c'est-à-dire 640 euros. Le coup de le CST. Le CST, la semaine dernière, l'a validé après une hésitation des syndicats. Ce qui m'a surpris parfaitement, ce qui m'a surpris. Je le dis aussi en public, car j'étais très surpris de leur proposition. Nous souhaitons le taux maximum pour tout le monde. Donc, on est d'accord, mais il faut acter au PV qu'on aurait souhaité que tout le monde ait la prime maximum, ce qui m'a un peu surpris. Par tradition dans la commune, on ne met jamais la même prime au C et au A, qui parfois d'ailleurs ont la gentillesse de la refuser. Quand on a fait une prime, j'ose pas dire la prime Vennes, la prime Villars-Saint-Paul, on l'a bien sûr adaptée, et mise plus importante pour les C que pour les A. Et les syndicats, eh bien, eux proposaient, ce que j'ai refusé, bien évidemment, de mettre... De toute façon, la loi m'interdisait. Hein. On ne peut pas, il y a un cadre budgétaire qui est très contraint, vous l'avez bien vu. Hein. Dans les communes, certains n'auront pas le droit, ou d'autres auront une partie, effectivement, de la prime en fonction de leur temps de présence de juin à juin. Hein. Le calcul a fait le plaisir des services RH. Hein, donc, 45 000 euros, hein, les chiffres, en totalité. Il y a environ une quinzaine, petite vingtaine d'employés de la commune qui toucheront les 650 euros. La prime maximum votée par le conseil municipal, si vous en êtes d'accord. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Et maintenant, nous avons la communication au conseil municipal du rapport annuel de l'activité 2022.
C'est toujours ça les charmes de les communautés d'agglomération. Madame Massin a la parole. En fait, on en avait parlé lors d'un dernier conseil municipal, en parlant des rapports, de différents rapports que nous pouvions avoir à vous communiquer, des centaines de pages, pas forcément toujours très intéressantes, mais là, il y avait des choses très intéressantes et on vous avait promis de demander des résumés. Et en tant qu'élu chargé de l'intercommunalité, j'ai fait une petite synthèse du rapport Je vais le faire. pour vous, pour faire. que tout le monde ait une connaissance en gros, de l'ensemble des compétences de l'agglo, quoi. Donc, je ne vais pas vous le lire parce que vous l'avez eu, mais c'était pour résumer en gros le rapport qui nous avait été donné et qui est toujours consultable en mairie pour ceux qui le souhaitent. Voilà. C'était aussi une partie de mes demandes d'avoir à un moment donné un résumé, un condensé qui fasse qu'on puisse le lire convenablement. Non, merci évidemment d'avoir fait ça, mais attendez, on a abreuvé de rapports de ci, de ça, bon Dieu qu'on les lise, attendez, il a fallu ajouter un rapport condensé à tous les rapports qui sont à disposition, à la fois des élus et de la population. Ça devient un peu insupportable. Hein. Surtout si je demandais, dans 2 ans, qu'est-ce qu'il y avait dans le rapport 2022 de l'AXO. Eh ben, j'espère qu'ils se rappelleront quand même. Me posez pas la question sur le rapport 2020, je ne peux pas vous répondre. Ah, vous savez que... On est tué par la paperasse et on entend au niveau du gouvernement, effectivement, qu'on va simplifier les démarches administratives. Hein? Bon. Allez. Ce matin, j'étais dans un cas très particulier, le nombre de paperasses qu'il faut remplir. Le nombre de fois, on m'a demandé ma taille et mon poids. Bon, c'est pas trop indiscret. Mais enfin, c'était vraiment insupportable. Je te parle pas d'une mère au téléphone, et si et ça devient... Enfin, bon, allez. Non, ce rendez-vous pour ceux qui le peuvent. Oh, le rapport, mais vous l'avez vu, hein. Pas de question là-dessus. C'est mon rapport d'élévation du pouvoir du maire. Rien de surprenant à chaque fois, hein. Ce sont vraiment des choses qui sont importantes pour les personnes, mais qui n'ont pas d'impact sur la gestion de la commune importante. Donc rendez-vous demain soir, ceux qui le peuvent, dans cette même salle, pour la réunion publique sur le budget, et rendez-vous sinon dans 3 semaines, où nous voterons le budget primitif 2024. Bonne soirée à toutes et à tous. Bravo, monsieur Charky.